Bonjour, bienvenue au Parlement européen de Strasbourg. Bonjour à vous, Emmanuel Morel. Bonjour. Merci d'être sur le plateau de l'Humanité. Je rappelle que vous êtes député européen, la gauche, au Parlement. On est actuellement dans la dernière session avant les élections européennes du 9 juin. Alors on le rappelle, les élections européennes, c'est le 9 juin. Et si je ne dis pas de bêtises, on a encore jusqu'au 1er mai pour s'inscrire, pour ceux qui ne l'auraient pas encore fait. C'est ça. On va le dire plusieurs fois, quand même. Alors c'est un moment un peu particulier, puisqu'à la fois c'est un moment de bilan. On entend bien autour de nous les députés qui parlent, qui se disent en fait, là, on arrive à la fin, qu'est-ce que j'ai fait d'intéressant pendant ces 5 années? Sur quoi je peux compter, sur quoi je peux m'appuyer pour dire, le Parlement européen, ça sert quand même à quelque chose, il faut voter, c'est ce qu'on est en train de dire, parce qu'il y a des enjeux importants, etc. Il y a ça, il y a les débats et les votes qui ont lieu en ce moment dans cette session, qui sont extrêmement importants aussi, puisqu'il y a une espèce d'effet un peu entonnoir lors de la dernière session. On fait un petit peu ce qu'on a laissé, ce qu'il faut faire avant la fin de la législature, et puis il y a bien sûr les objectifs que vous mettez en avant pour appeler les électeurs à voter pour vous. Je rappelle que vous êtes Emmanuel Morel, candidat en 3e position sur la liste de rassemblement menée par Léon de Fontaine pour le PCF, qui compte aussi des représentants d'autres groupes politiques, comme vous, membres de la gauche républicaine et socialiste, et puis aussi des militants, des gens de la société civile qui s'investissent dans les questions européennes. Alors, on va peut-être commencer pour s'en débarrasser, mais enfin bon, on est obligé d'y passer. En revenant sur ce qui vient d'être discuté là et ce qui vient d'être voté là, sur un point qui fâche, en réalité, c'est le vote du nouveau pacte budgétaire. Alors c'est un nom un petit peu comme ça qui a l'air gentil, ça fait partie qui a l'air un peu inoffensif. En réalité, ça recouvre des réalités qui sont assez obscures, assez sournoises. Vous avez voté contre, c'est un point extrêmement important. On va avoir l'occasion d'expliquer un peu pourquoi est-ce que vous avez voté contre et qu'est-ce qui attend finalement les Européens, nous tous, avec ce vote, ce nouveau pacte budgétaire. C'est un point important, j'allais presque dire existentiel pour l'Europe. Parce qu'après le Covid, vous vous en souvenez, il y avait eu un espoir que le plan de relance marquait le début d'une nouvelle ère où l'Union européenne n'allait pas hésiter à investir dans la transition écologique, dans l'avenir. Et on était un certain nombre de députés à avoir cet espoir-là. Et cet espoir, il a été douché avant-hier, puisqu'il y a 3 textes en réalité qui ont été votés. Et c'est le retour à la normale, même pire d'ailleurs que la normale, c'est-à-dire le choix délibéré de l'austérité budgétaire à un moment où l'Europe connaît une crise économique et sociale. Et le risque, c'est d'aggraver la crise avec des mesures de contrôle de la dépense à un moment où il y aurait besoin justement non seulement de mener des politiques de solidarité sociale, mais aussi d'investir dans l'avenir. Et ça, ce choix dramatique, il a été fait par une large coalition qui va de la droite et une partie de l'extrême droite jusqu'aux sociodémocrates et une partie des Verts. C'est un choix qui va vraiment à l'encontre de l'histoire, mais c'est d'autant plus absurde qu'au même moment, les États-Unis mènent une politique d'investissement, la Chine mène une politique d'investissement, et l'Europe reste finalement le dernier continent obsédé par les politiques d'austérité. En plus, moi, ce qui me fascine le plus dans cette affaire, c'est que vous avez la religion des 3% de déficit public, des 60% de dette publique. Cette religion, comme souvent d'ailleurs, elle ne repose sur rien. Parce que ces chiffres-là, ces chiffres qui sont devenus sacro-saints pour la Commission, c'est en réalité un haut fonctionnaire sur un bout de table, un soir de sommet européen au XXe siècle, qui a dit, tiens, voilà, on va mettre ça comme critère. Les économistes le contestent entièrement. Mais il n'y a aucun économiste sérieux, il n'y a aucun économiste sérieux qui dise, il faut absolument ne pas dépasser 3% de déficit public. En fait, ça dépend. Si vous êtes dans une période de crise et que vous avez besoin de prendre des mesures pour contrer la crise, aller jusqu'à 4, 5, 6% de déficit public, c'est pas grave. En réalité, ça dépend ce qu'on en fait. Si cet argent, il est investi dans les politiques de solidarité sociale, dans l'emploi, dans la formation, dans l'investissement, dans les infrastructures, alors c'est bienvenu. Et la folie des dirigeants européens, c'est qu'ils prennent le risque d'appauvrir le continent à un moment où on vient de subir une crise pandémique, une crise énergétique avec la guerre notamment en Ukraine, et l'inflation qui grève les budgets
Quand vous voyez qu'en plus, vous avez le refus de réformer le marché de l'électricité, comme vous le savez, l'électricité, son prix est indexé sur le gaz. Avec l'explosion du gaz, ça fait des factures qui sont multipliées par 3, 4, 5. On a des dirigeants européens qui font le choix de l'austérité à perpétuité, là où il faudrait avoir de l'ambition pour le continent. Donc ça, c'était un vote quand même grave, à bien des égards historiques. Et j'espère que le débat de l'élection européenne permettra de solder un certain nombre de comptes. Alors, c'est d'autant plus important, ce point sur lequel vous insistez, vous êtes un certain nombre de députés à le soulever. On n'est même pas dans le business as usual, on pourrait dire on continue comme avant, c'est même encore un pire, si on peut dire. Oui, bien sûr. Et pire, évidemment, en raison de la conjoncture dont vous parlez actuellement. Il y a un point qui me semble aussi important, vous l'avez évoqué, c'est peut-être le fait que l'un des points les plus importants de cette législature, puisqu'on va parler de l'ensemble, là, c'était le fameux Green Deal, oui. Le pacte vert qui faisait, on empruntait le mot aux Américains, à la politique qui avait été menée sur le New Deal. Politique qui était justement ce que vous disiez, une politique d'investissement, etc. Et là, on est en train de se rendre compte, si on veut faire effectivement ces choses extrêmement importantes, prendre ces décisions extrêmement importantes qui concernent un nouveau pacte en matière d'environnement, en matière de climat, il y a des choses qu'il faut changer. Et on se rend compte que ce qui a été voté là au niveau du pacte budgétaire ne va pas permettre de le faire en réalité. Donc le pacte budgétaire va impacter aussi, si on peut dire, la volonté que manifestait l'Union européenne d'aller de l'avant en matière d'environnement, en matière de lutte contre le réchauffement climatique. C'est une politique de boutiquier à courte vue. C'est-à-dire à la fois on n'investit pas dans l'avenir et on est obsédé par les chiffres, les dépenses publiques, sans jamais voir, même à 10 ans, ce qu'on devrait faire. Et c'est vrai que le Green Deal, l'idée c'était quand même de métamorphoser le processus de production. Et d'investir de façon colossale dans des infrastructures de transport, dans un renouvellement de la politique énergétique, et puis aussi tous les textes en faveur de la biodiversité. Or, tout ça, si vous voulez, est revu sur un étiage très bas parce qu'il y a cette obsession des restrictions budgétaires. Ça a des conséquences pour les gens en France. C'est la question parce que vous avez Monsieur le maire qui, au nom de ça, nous indique qu'on va faire 10 milliards d'économies en 2024, 12 milliards en 2025, et ça ne va pas s'arrêter puisqu'il annonce, entendez bien, il annonce en cumulé 70 milliards d'euros d'économies. 70 milliards, c'est-à-dire plus que le budget de l'éducation nationale. Il faut les trouver. Non seulement il faut les trouver, mais vous voyez bien les conséquences. Les hôpitaux, les services publics, l'investissement des collectivités locales, qui vont être lourdement impactés par ces décisions. À terme, c'est les Français les plus vulnérables qui, une fois de plus, vont payer. Et d'ailleurs, dans le même temps, c'est ça qui est assez extraordinaire dans le gouvernement français, il y a ce refus réitéré, incompréhensible, d'aller chercher de l'argent, par exemple, dans les super-profits, les gens qui ont profité de la crise, les gens qui ont profité de l'inflation. Alors même au niveau européen non plus, d'ailleurs, on ne parle pas de ça. On n'en parle pas du tout. C'est au niveau européen, taxer le capital, c'est le grand tabou. Voilà. Il y a quelques tabous comme ça dans le débat européen. Il y a taxer capital, il y a remettre en cause les accords de libre-échange. Et là, c'est sûr qu'on n'en prend pas le chemin. Mais c'est la raison pour laquelle le débat européen du mois de mai et du mois de juin, pour les élections du 9, comme vous l'avez rappelé, il est essentiel de ce point de vue-là. C'est qu'il y a un certain nombre de sujets sur lesquels les Français et les Européens devront arbitrer. Alors, il y a quand même, notamment dans cette session, un certain nombre de points positifs, un peu. Très positifs. Ouais. On peut en relever plusieurs. Allons-y, parlons-en tout de suite, peut-être. Je vais vous le dire. Devoir de vigilance. Devoir de vigilance. C'est-à-dire obliger les entreprises à être un petit peu plus vertueux par rapport à leur production de base, l'extraction. Ça, c'est pas mal sur les chaînes de valeur. Travail forcé. C'est-à-dire qu'il y a une interdiction de faire appel à des produits des marchandises, des marchandises qui sont issues du travail forcé, de l'esclavage moderne, ça c'est bien. Il y a une réforme pour les travailleurs des plateformes. Alors ça, au bout d'un feuilleton dont on a eu l'occasion de parler, mais finalement on y arrive, il faut le dire. Parce où la France, à chaque étape, s'est opposée. C'est ça qui est extraordinaire, de ce point de vue-là. Mais quand même, il y a l'idée que des boîtes comme Uber ne peuvent pas faire n'importe quoi avec leurs salariés. Ça, c'est quand même une victoire. Il y a une victoire qui passait inaperçue, pour moi, qui est décisive. C'est enfin, et là, je peux vous dire que c'est un combat, moi, que je mène depuis 10 ans,
la sortie de l'Union européenne du traité sur la charte de l'énergie. Vous savez, c'est un vieux traité. Ça, je voulais qu'on en parle également. Hein. Le PE votait le retrait de ce traité qui était, rappelons-le, complètement absurde, quoi. En fait, c'est un traité qui a été voté dans les années 90, qui en gros qui avait pour mission de superviser la politique énergétique. Sauf que dans ce traité, il y avait quelque chose d'incroyable, extraordinaire, qui disait si une multinationale qui produit des hydrocarbures s'estime lésée par une décision de politique publique, par exemple, vous décidez de nationaliser un gisement ou vous décidez de réduire les énergies fossiles, elle pouvait attaquer l'État devant des tribunaux privés et obtenir réparation. Et vous avez comme ça des États, par exemple l'Espagne, l'Allemagne, qui ont été condamnés à payer des milliards et des milliards d'euros à des entreprises qui n'étaient pas contentes des législations. C'est un truc, on marche sur la tête. Et la commission qu'on interpellait, moi que j'ai interpellé dès 2014, disait « Ah bah oui, mais on ne peut pas sortir de ce traité, il va falloir le moderniser. » Vous savez, c'est leur mot à chaque fois. Et évidemment, la modernisation n'aboutissait pas à ce qu'on voulait, c'est-à-dire que les entreprises privées ne puissent pas attaquer les États au prétexte de leur politique publique. Et là, ce dernier mandat, cette dernière session, on obtient enfin la sortie de l'Union, des traités. Bon, ça peut paraître comme ça un peu technique, c'est hyper important, parce qu'en réalité, c'est nos marges de manœuvre, notre souveraineté en matière énergétique. Et bien ça, pour un député comme moi, c'est une satisfaction personnelle aussi, d'avoir mené ce combat depuis des années et de voir qu'on a enfin convaincu les collègues et les États membres et qu'on en sort. Et ça donne peut-être un peu, vous allez nous le dire, les coups des franches pour avancer sur les questions climatiques aussi, d'une certaine manière. Parce qu'on n'a plus cette épée de Damoclès au-dessus de la tête, finalement. Oui, c'est très important. Alors, par contre, là où on a échoué, c'est la réforme du marché de l'électricité. C'est-à-dire que là, on a vraiment des dirigeants, des États membres et une majorité ici au Parlement obsédés à l'idée que l'électricité, c'est un marché comme un autre, au point qu'on en était, vous vous souvenez, arrivé à une situation totalement absurde où on avait imposé à EDF, qui avait un monopole public en France, de vendre son électricité pas cher à des concurrents qui, eux, ne produisent rien et qui vont le revendre 2 ou 3 fois plus cher. Voilà. Cette situation absurde, héritage de l'obsession de la Commission pour l'ouverture à la concurrence, on en paye encore le prix. Les Français en payent le prix parce que je pourrais démontrer aisément qu'il est possible de diminuer la facture d'électricité au moins par 2, voire même plus, dans les temps de crise que nous connaissons. Bon, il y a encore des combats à mener, ça c'est plutôt positif. Mais c'est ça. Et j'ai une autre victoire personnelle que je ne veux pas passer sous le silence, qui a eu lieu hier. C'était un texte un peu technique qui s'appelle les délais de paiement. En gros, c'était pour raccourcir les délais de paiement entre les fournisseurs et les entreprises. Et il y avait un secteur qui était impacté par ça, c'était le secteur du livre, notamment les librairies. Parce que les librairies, leur délai de paiement, c'est beaucoup plus que 30 jours, évidemment, parce qu'il faut attendre qu'on vende le livre. On avait tout un secteur économique, notamment en France, qui était menacé, la chaîne du livre. Et grâce à un certain nombre de collègues, l'amendement que j'ai déposé a obtenu une majorité. Et donc, on a obtenu l'exemption du secteur du livre. Vous voyez, ce genre de petite victoire dans le secteur culturel, parce que moi, j'y attache beaucoup d'importance, ça donne l'envie de continuer à se battre. Alors, parmi les thèmes que vous avez commencé déjà à développer dans le cadre de la campagne, que vous allez développer, là on a 2 mois de campagne, vous avez 2 mois de campagne devant vous, et il y a un des mots-clés de la liste, c'est souveraineté, retour à la souveraineté dans plein de domaines. Évidemment, ça se décline dans plein de domaines. On peut peut-être juste dire un mot sur la souveraineté économique. On a malheureusement là un mauvais exemple avec le fabricant de panneaux solaires français, Systovi, qui met la clé sous la porte en raison de la concurrence chinoise, déloyale évidemment. C'est une chose que les gens ont du mal également à comprendre. C'est normal. Comment est-ce qu'on laisse la concurrence déloyale s'instaurer sur nos territoires à tel point qu'on ruine nos propres entreprises et nos propres économies où les gens travaillent? Mais en fait, moi je vais vous dire, je comprends que les gens ne comprennent pas. Oui. Parce que si on explique les choses simplement, ça paraît tellement absurde qu'on ne peut pas y croire. Oui. En gros, les Chinois, ils fabriquent énormément de panneaux solaires. Le marché américain leur est fermé parce que qu'est-ce qu'ils ont fait les Américains? Ils ont augmenté leurs droits de douane. Les autres pays aussi. Le seul continent qui ne veut pas augmenter ses droits de douane, c'est l'Union européenne. Oui, voilà. Et donc, sur notre sol, on a des entreprises qui produisent des panneaux photovoltaïques. Mais évidemment, plus cher que les Chinois. Pourquoi? Parce que la main-d'œuvre est mieux payée, les matériaux sont de meilleure qualité. Donc, qu'est-ce qu'on proposait, nous,
assez naïvement. C'était de dire, vous voulez réussir la transition énergétique, vous voulez réussir le mix énergétique, c'est-à-dire qu'il faut plus de panneaux solaires. Eh bien, protégez les industries européennes. La Commission s'y refuse obstinément. Et donc, on a des faillites en cascade d'entreprises avec une vraie main-d'œuvre qualifiée, avec une vraie technologie, mais qui ne peuvent pas faire face à cette concurrence qui est absolument déloyale, puisque les Chinois vendent à perte. C'est-à-dire qu'ils vendent moins cher que ce que ça leur coûte. Évidemment qu'on ne peut pas se concurrencer avec ça. Et ce qui est incroyable et vraiment désolant, c'est qu'on n'arrive pas à convaincre là, les commissaires, notamment, du bien fondé de la protection de notre propre industrie européenne. J'allais dire d'autant qu'on est dans une technologie avancée, vous étiez en train de le dire, qui va quand même dans le sens d'une amélioration des questions climatiques et des questions environnementales. C'est-à-dire ce secteur dans lequel précisément, vous le disiez tout à l'heure, il faudrait qu'on investisse de plus en plus. C'est exactement l'effet opposé qui est en train de se produire. Mais oui, mais alors d'autant plus que là, au-delà de l'investissement, il suffit déjà de protéger nos entreprises, c'est-à-dire tout simplement en mettant des droits de douane pour les panneaux chinois qui arrivent et qui sont vendus à prix cassé. On ne le fait pas pour des raisons purement idéologiques. Et on avait déjà eu le cas, il y a 15 ans, le débat avec les Allemands, où Mme Merkel, alors même que ses propres entreprises étaient concernées, avait refusé qu'on mette des barrières commerciales parce qu'elle avait intérêt à vendre des voitures en Chine. Résultat, le marché européen avait été ruiné une première fois, du photovoltaïque. Là, il s'était patiemment reconstitué, aidé en partie par les États. Eh ben, on recommence le même processus. Bon, là vraiment, c'est le moment de dire stop. Mais il y a les pouvoirs publics français aussi qui ne remplissent pas leur rôle. Parce que là, monsieur le maire, sur le cas précis de Sistovi, il pourrait largement prendre des mesures. Il ne le fait pas, mais d'ailleurs, il y a plein de domaines où il pourrait prendre des mesures où il ne le fait pas. Donc voilà, ça, c'est fait partie des débats d'aujourd'hui. Encore une fois, il ne faut pas laisser tomber, mais ce qui me paraît fou, c'est que les citoyens européens sont bien plus en avance que leurs propres dirigeants sur ces questions. C'est ça. Donc le mot souveraineté, c'est un mot qui fait mouche aujourd'hui dans ce domaine-là. L'économie à plusieurs niveaux et dans d'autres domaines également. Bah oui, mais les gens ont compris que c'était très important d'être indépendant. Au moment du Covid, on s'est rendu compte qu'on a été dépendant d'à peu près tout le monde, y compris pour fabriquer du Doliprane ou des masques qu'il fallait aller chercher au Bangladesh, au Vietnam ou en Chine. Et à juste titre, et là, pour le coup, droite et gauche confondues, des voix se sont élevées en disant ça serait bien de relocaliser une partie de notre production industrielle. La démonstration, c'est la même pour l'agriculture. Évidemment, quand il y a des ruptures de chaîne d'approvisionnement et des pénuries, on se retrouve sans produits qu'on pourrait faire nous-mêmes. Je vais vous donner un exemple tout bête, vraiment très concret. Les haricots verts, c'est 80%, ça vient du Kenya. On peut le faire en France. Les cornichons, encore plus bête. 90% ça vient de l'Inde. Franchement, on a, même en France, en Bourgogne, dans la vallée de la Loire, on a largement les moyens de le faire nous-mêmes. Vous voyez, quand on regarde produit par produit, un pays comme la France est capable d'être autosuffisant dans à peu près tous les domaines, sauf les fruits exotiques et le riz. Quand même, c'est une décision élémentaire de politique publique. Et rappelons que la souveraineté, c'est pas du tout contradictoire avec l'idée européenne, au contraire. Mais absolument pas. Voilà. Absolument pas. L'indépendance, parce que la souveraineté, parfois il y a des débats. L'indépendance, c'est l'autre nom de la démocratie. C'est-à-dire, on décide certaines choses et on le fait respecter chez nous. Moi, je trouve ça formidable comme projet. Et je suis sûr que ça enthousiasme les gens. Alors, juste un mot, l'abstention, on parlait pas de l'abstention, mais on parlait du vote dès le début de cette rencontre avec vous. C'est un point extrêmement fort de préoccupation, on va le dire, pour ces élections, puisque les sondages actuels donnent encore une fois une abstention forte, notamment chez les jeunes. En particulier chez les jeunes, on a des chiffres, si on croit à peu près ce qui se passe dans ce que disent les sondages, on a des chiffres absolument exorbitants d'abstention du côté des jeunes. C'est-à-dire, ça va être un point fort parce que finalement, en grande partie, les mobilisations qui vont avoir lieu à l'occasion de ces élections pour demander aux gens d'aller voter, ça va être une des clés du problème des élections. Qu'est-ce que vous allez faire, vous, pour dire à tout le monde, et spécialement peut-être aux jeunes, venez voter, parce que là, il y a quelque chose de très important qui va se passer. C'est aussi notre faute. C'est-à-dire qu'à un moment, il faut être en capacité, c'est pas facile, de montrer que tout ce qui se décide ici, ça a des conséquences concrètes dans la vie des gens. Mais dans ce que ça a de plus quotidien, ce qu'on mange, là où on travaille, comment on se déplace, là où on va en vacances, tout ça,
c'est des sujets qui sont débattus ici. Et même des objets du quotidien. Bon, c'est à nous de trouver les mots pour mobiliser les gens, à la fois sur ces sujets-là, qui sont des sujets du quotidien, mais aussi sur les grandes causes. Parce que la cause de la paix, bien sûr, la cause de la démocratie, la cause des droits de l'homme, tout ça, ça mobilise aussi la jeunesse. Enfin, on a été jeunes, vous et moi, et quand on a envie de s'engager, généralement, enfin moi de ma génération, par exemple, c'était l'apartheid. Donc c'était pas seulement la vie quotidienne, c'était aussi une grande cause où on avait l'impression qu'il y avait une injustice insupportable et qu'il fallait militer avec d'autres. L'internationalisme aussi, c'est une grande cause. Donc voilà, c'est à nous de le faire. C'est aussi aux principaux candidats de ne pas escamoter les débats, de le transformer soit en débat exclusivement national, soit d'aller chercher des questions qui ne sont pas directement dans le débat européen. C'est une responsabilité collective, mais moi je ne désespère pas de convaincre. Parce que la dernière fois aux élections européennes, il y avait eu quand même un surcroît de participation. Là, au moment où l'Europe est confrontée à toute une série de crises économiques, sociales, la guerre, c'est quand même pas rien, hein. Oui. Je crois que ça vaut le coup de se déplacer 10 minutes pour donner son avis sur quelque chose qui engage l'avenir, parce que vous parlez des jeunes, c'est sûr que l'Europe qu'on est en train de construire, ça concerne surtout leur vie à eux, dans les 15, 20, 30 ans à venir. Quand on a un plan qui dit à l'horizon 2050, on décarbone l'économie, moi, je sais pas je sais pas dans quel état je serai en 2050, mais par contre, les jeunes d'aujourd'hui, mes enfants, 2050, ils seront à l'âge adulte et ils méritent d'avoir une Europe totalement décarbonée. Ça, c'est des réponses politiques, le mix énergétique, renouvelable et nucléaire, par exemple. Mais ça, c'est quand même un débat concret qui engage l'avenir. La protection de la biodiversité, les océans, les forêts, c'est aujourd'hui que ça se décide pour qu'en 2040 ou 2050, elles soient définitivement préservées. Oui, sachant que toutes nos questions, comme vous dites, concrètes, pratiques, etc., sont de plus en plus internationales. Peut-être comme elles n'ont jamais été. Donc tout ce qui se passe dans le monde, en Europe évidemment, dans le monde, vous le disiez à un instant, ont de l'importance pour tout le monde dans la vie réelle. Et même pour des choses qui nous intéressent, par exemple les questions culturelles, je sais que vous y êtes attaché, confrontés à l'uniformisation américaine, les plateformes, les GAFAM, tout qui cherche à niveler en réalité un cinéma. Voire même à atténuer la diversité culturelle qui fait vraiment la richesse de l'Europe, ça c'est des sujets de mobilisation au niveau européen, ça c'est sûr. Donc voilà, ça vaut le coup de se battre. Merci. Et ça vaut le coup d'aller voter le 9 juin. Alors, 10 minutes, ça vaut le coup pas plus. Alors regardez, j'ai un petit truc là, ça s'appelle. Alors c'est en anglais parce que c'est. Oui, alors ça c'est pas bien. Mais non, mais c'est toute la pub du. On dit que c'est pas nous, on dit que c'est le. On dit que use your vote. Ok, c'est la Commission européenne qui produit. Mais parce que alors eux, le multilinguisme, ils connaissent pas. C'est ça le problème. C'est exactement ce que j'allais dire. Sachant qu'il n'y a plus aucun pays qui parle anglais à part les Irlandais. Voilà. Si on peut admettre que les Irlandais parlent anglais. Mais vous savez, c'est même pas de l'anglais. Tous les collègues là. Notamment les macronistes, j'ai cherché, ils essayent de parler. Français. C'est pas de l'anglais, c'est du globish. Ouais. C'est bien de parler dans sa propre langue, avec ses nuances, avec sa richesse. Voilà. Ça fait du bien à tout le monde. Mais allez voter, en tous les cas, ne ratez pas le 9 juin. Merci à vous Emmanuel Moret. J'espère vous retrouver bientôt sur le plateau de l'Humanité pour redémarrer sur d'autres débats. À bientôt à vous. Merci, j'en profite pour remercier tous ceux qui nous suivent sur la chaîne Voix d'Europe de l'Humanité depuis 5 ans maintenant. Nous allons continuer bien sûr avec, à partir de la nouvelle législature qui va s'ouvrir dès le mois de juillet. Nous serons de nouveau avec vous pour vous expliquer ce qui s'est passé dans ces élections et ce qui va se passer dans les mois à venir. Merci à vous. Au revoir et à très très bientôt encore. Merci.